Bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi ce titre un petit peu long et peut-être ronflant, mais voici mon travail de thèse, donc une revue de la portée des modalités de formation à l'échographie chez les internes et étudiants en médecine, donc en vue d'organiser ce module de formation durant l'internat. Tout d'abord, on assiste à un essor de l'échographie, que ce soit par les avancées technologiques permettant une baisse des prix, une miniaturisation des appareils, le caractère non irradiant de cet examen d'imagerie, renforçant un caractère sûr, la possibilité d'un diagnostic rapide par l'échographie clinique ciblée, qui, du coup, permet son accessibilité à l'ensemble des spécialités et son développement en médecine générale. En ce qui concerne ce développement, on peut assister par exemple aux États-Unis à entre 9 et 13% de médecins généralistes pratiquant régulièrement l'échographie. Ce chiffre monte à 45% en Allemagne. En Suisse, 70% des cabinets de médecine générale seraient équipés d'un échographe. Et en Italie, on peut voir quelques projets émerger, comme le projet Métis, qui viserait à transposer certains examens d'imagerie, d'échographie, en soins primaires. En France, l'équipement et la pratique sont toutefois plus variables. On note par rapport à tout cela une absence de formation standardisée, qui peut être un frein à son utilisation. Certaines formations existent, se développent, notamment par exemple à Toulouse, ici même, à Paris, à Saint-Étienne, à Marseille également, ou à La Réunion. Mais tout cela sera sûrement mieux présenté par le docteur Chavardès, juste après. Mais cela, par contre, éveille les craintes de certaines organisations, comme la WONCA, qui, lors de son rapport de 2023, craignait des mauvais diagnostics, des consultations plus nombreuses, après réalisation d'échographie par des médecins généralistes. Ces craintes et ces chiffres sont toutefois à nuancer par rapport à des travaux du docteur Vasseur et Aguiou au CMGF de 2024, qui ont retrouvé que sur 190 médecins pratiquant l'échographie, 95% rapportaient une formation. Mais seulement 25% de ces formations avaient lieu durant l'internat de médecine générale. Nous avons donc décidé de réaliser cette revue de la littérature avec pour objectif la description des modalités de formation à l'international dans le but de la création de ce module. En ce qui concerne la méthodologie, nous nous sommes focalisés sur les échographies abdominopelviennes, gynécologiques, pulmonaires, vasculaires, ciblées, plutôt type échographie 4 points pour ceux qui voient à peu près, et l'échographie cutanée. La population étudiée a été celle d'étudiants en médecine, d'internes de médecine générale, de gynécologie obstétrique et d'urgence. En ce qui concerne les critères de jugement, nous sommes basés sur les critères OSOS pour Objective Structure Assessment of Ultrasound Skills, qui ont été donc les critères principaux. Les critères secondaires ont été l'amélioration perçue des compétences par les étudiants et les internes. Une petite aparté sur justement ces critères OSOS. Ils ont été édifiés par Tolsgaard en 2013 à la suite d'une round Delphi internationale auprès d'un panel pluriprofessionnel. Ils sont au nombre de 7. Ils se basent sur l'indication de l'examen, la connaissance technique de l'appareil échographe, l'examen systématique, l'interprétation des images, l'enregistrement des images, la documentation de l'examen et la décision médicale qui en découle. Le choix n'a pas été fait à la légère. Ces critères permettaient d'établir, du coup, de visualiser l'ensemble des compétences acquises après une formation et ils ont été la pierre angulaire pour la sélection des articles. En ce qui concerne la revue en elle-même, 2767 articles ont été identifiés avec au total 56 études retenues après exclusion. Nous avons retrouvé 31 études traitant de l'échographie abdominopelvienne, 14 de la gynécologie, 12 de l'échographie pulmonaire, 5 de l'échographie cutanée, 2 pour les thromboses veineuses et 2 pour les maniements de l'échographe. Si vous faites le compte, on n'est pas à 56. C'est normal, certaines études étaient concomitantes. Vous pouvez avoir des formations à l'échographie abdominopelvienne ainsi qu'à l'échographie gynécologique. Ce qui ressort de ces études, ce sont plusieurs points essentiels. Tout d'abord, la possibilité de formation courte. Nous savons que dans la formation, on a des critères de temps, de moyens autant humains que financiers. Et donc des formations de moins de 30 heures étaient parfaitement réalisables. Ça paraît long, mais pour des formations avec des indications plus spécialisées ou plus focalisées, on pouvait faire des formations extrêmement courtes, de 2 à 3 heures, et avoir des améliorations significatives des compétences. L'intérêt de l'auto-apprentissage était présent,
car elle permettait un gain de temps sur la théorie et de permettre une approche au rythme de l'étudiant des connaissances techniques et théoriques de l'échographie. Ce jeu de théorie et pratique est très important. Certaines études uniquement théoriques ont montré que les étudiants surestimaient leurs compétences. Le complément avec une pratique lors de sessions était plutôt recommandé. En ce qui concerne ces sessions pratiques, elles pouvaient être réalisées par des universitaires ou des pairs. Les universitaires sont donc tous les membres des UMG, spécialistes, experts en échographie. Les pairs sont soit des étudiants, soit des internes d'une même promotion, d'une promotion supérieure, de pas plus d'1 an. Et on retrouvait des formations avec des résultats similaires, que ce soit par les universitaires ou par les pairs. Le ratio de tuteurs-tutorés était en faveur d'un petit groupe de formation avec un tuteur pour 4 à 5 tutorés, permettant des échanges rapides, dynamiques et une correction assez rapide des différents gestes ou maniements de la sonde. Les formations concomitantes étaient possibles, comme présenté précédemment. Par exemple, vous pouvez combiner des formations à l'échographie abdominopelvienne, pulmonaire et gynécologique. Nous avons également analysé la place des simulateurs, qui ont été surtout développés en gynécologie et en dermatologie. L'avantage de ces appareils est surtout la création d'un cadre serein de formation, qui permettait l'amélioration des compétences par les étudiants, tout en privilégiant un bénéfice éthique, notamment au niveau gynécologique, car la formation d'étudiants et d'internes à l'échographie endovaginale sur simulateur permettait une amélioration et plutôt une diminution de la gêne perçue par les patientes lors des examens réalisés ultérieurement. Nous sommes donc permis de proposer un module de formation se basant sur tous les critères précédemment cités. Donc tout d'abord, une formation de tuteur sur environ 3 semaines. Certaines études intégrées à notre revue définissaient des programmes de formation clairs pour ces étudiants tuteurs. Il serait par exemple au nombre de 10 pour une promotion d'interne de 100 à peu près. Il se baserait sur un auto-apprentissage en e-learning, comme mentionné, avec une pratique intensive avec des radiologues ou des experts, mais surtout aussi une formation avec un apprentissage pédagogique, afin de transmettre ces connaissances techniques aux autres étudiants. La formation serait ensuite intégrée à 2 moments clés de l'internat de médecine générale, que sont le passage aux urgences et le passage en service de gynécologie obstétrique. Donc la formation primaire serait faite aux urgences, avec une formation sur 2 semaines répartie en 2 sessions, avec un e-learning théorique au préalable, une première session pratique de 5 heures, exposant le maniement de la sonde et l'échographie abdominopelvienne, puis une session pratique de nouveau de 5 heures à 1 semaine, afin de favoriser la rétention des connaissances, se focalisant sur l'échographie pulmonaire, vasculaire et des tissus cutanés. Le ratio tuteur-tutoré de 1 pour 5 serait à maintenir, pour les mêmes raisons que citées précédemment, mais avec probablement la présence d'un expert par session, afin de pallier à des questions trop spécifiques éventuellement pour des tuteurs formés récemment. Il serait intéressant de compléter cette formation par une pratique encadrée dans le service, avec une réalisation de nombre défini d'actes supervisés par un maître de stage ou un chef de service. Viendrait ensuite la formation durant le semestre de gynécologie obstétrique, qui pourrait éventuellement se baser sur 1 jour, car tirant bénéfice des compétences précédemment acquises, et suivant le même modèle de auto-apprentissage en e-learning, avec une session pratique de 5 heures sur simulateur, avec l'acquisition des compétences pour la recherche de grossesse extra-utérine, l'activité cardiaque et la biométrie fétale, l'analyse des ovaires et la loge de Morrison. Le ratio tuteur-tutoré resterait le même, avec la présence de l'expert et l'encadrement de certains examens dans le service du semestre. Certaines ouvertures sont possibles, notamment du coup l'intégration de l'échographie au cours d'anatomie, que ce soit en laboratoire de dissection ou sur pair vivant, afin de rendre plus didactique l'apprentissage des connaissances théoriques, et aussi de permettre une ouverture et une présentation initiale de l'échographe et de l'échographie aux étudiants ou aux internes. Une ludification serait également intéressante, notamment avec le développement des Sono Games aux États-Unis ou de la Sono Cup en France, qui sont des compétitions amicales réalisées par des internes d'urgence sur le maniement de l'échographie et qui ont un retour assez positif.
L'extension à d'autres organes semblerait également parfaitement faisable. De nombreux articles ont été éliminés durant cette revue, traitant de l'échographie cardiaque, qui semblerait également réalisable durant les études de médecine ou l'internat de médecine générale. Merci de votre attention.